Bonjour à tous et bienvenue au 70.8 au cœur des Capucins où s'ouvre aujourd'hui le One Ocean Summit avec ses ateliers et ses émissions de télévision en lien avec le campus mondial de la mer. Nous l'avons vu dans ce générique, les énergies marines renouvelables prennent leur essor en Bretagne après plusieurs années à frémir. On voit que ça décolle. Nous avons vu l'hydrolienne Sabella, nous avons vu le polder de Brest. Ce sont des symboles du décollage de cette industrie. Aujourd'hui en France, les objectifs sont posés avec des objectifs uniquement pour l'éolien en mer qui atteignent déjà 2,4 gigawatts en 2023 et 5 gigawatts en 2028, qui sont les objectifs pour le seul éolien, des objectifs ambitieux. Mais dites-nous, Yann Hervé de Roec, vous qui êtes le directeur général de France Énergie Marine, quelle est la situation dans le reste de l'Europe, voire du monde ? Bien. Alors, la situation dans le reste de l'Europe, c'est qu'une des technologies la plus mature, l'éolien posé, c'est déjà fortement développé en Europe du Nord, sur la Baltique, sur la mer du Nord. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a autant d'éoliennes en mer, en puissance installée, que d'éoliens terrestres aujourd'hui en France. Voilà, ça c'est le tableau pour l'Europe du Nord et pour l'éolien posé. Et le posé est mature, mais en termes de prometteur, on a le flottant qui offre, à la différence de la Terre, un objectif, des possibilités de développement énormes au large. Exactement. C'est-à-dire que le posé, on va pouvoir le développer jusqu'à une profondeur, une bathymétrie de 50 mètres. Et lorsqu'on veut aller sur des fonds plus profonds, à ce moment-là, des fondations solides sont beaucoup trop coûteuses, beaucoup trop élancées. Et donc, on va passer au flottant. Ce qui permet aussi d'aller explorer un champ beaucoup plus vaste pour aller déployer ces parcs éoliens flottants. Et donc pour l'instant, il n'y a que quelques prototypes dans le monde qui ont été testés, et 2 fermes, l'une au Portugal, l'autre en Écosse, qui sont en exploitation. Et la France a un potentiel avec son 2e domaine maritime au monde de développement de ces technologies flottantes, et elle a un rôle à jouer, une carte à jouer sur ce secteur. Oui, alors ce qu'il faut regarder, c'est que pour l'éolien, tant posé que flottant, pour l'instant, ce qu'on considère essentiellement, c'est qu'est-ce que l'on peut raccorder au réseau métropolitain. Donc là, on ne va pas pouvoir gagner tout ce qui peut se passer au Pacifique, en océan Indien, etc. Mais on a déjà le 2e potentiel éolien d'Europe. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup à exploiter. Et dans des comparaisons qui sont faites entre pays, on est le pays en fait d'Europe où l'éolien flottant a le plus de potentiel. Voilà. Ce potentiel français, on va pouvoir l'explorer avec vos voisins, même le potentiel breton. À côté de vous, nous avons Daniel Coef, qui est le vice-président maire de la région Bretagne. Bonjour et merci d'être parmi nous. Nous avons également Stéphane Alariou, vous êtes directeur développement et territoire pour Iberdrola, qui développe une ferme d'éoliennes posées à Saint-Brieuc. Nous y reviendrons. Et à côté de vous, Mériadec Lemouillour, vous êtes le directeur général de la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest, qui gère notamment le port et son polder dédié aux EMR. Du coup, pour ce premier tour de table, est-ce qu'on peut, Daniel Coef, voir avec vous ce qui se passe en Bretagne ? Je sais que c'est une politique assez ambitieuse depuis les mandats précédents, mais aussi les dernières élections. Cette confiance renouvelée dans la volonté de développer une industrie de l'éolien et des EMR en général. Oui, il y a quelques années de ça, 40 ans de ça, la Bretagne s'est plutôt opposée, je dirais, à l'énergie nucléaire, avec donc l'arrêt de la centrale prévue à Plogoff. Et ceci étant, nous avons de la ressource en Bretagne, c'est notamment le vent, c'est le courant, c'est les marées. Et il est normal qu'une région comme la nôtre puisse bénéficier de cette ressource pour en créer de l'énergie à mettre sur l'ensemble du réseau. Donc ça, c'est une politique qui a été une politique volontariste de la région d'une part pour solliciter l'État, pour que l'État, qui a la gestion de l'énergie, puisse programmer en Bretagne donc de la production d'énergie renouvelable. Parce que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il faut les sites tests, ensuite il faut les sites où on installera les fermes. Il a fallu aussi les investissements pour le polder. Enfin, ce sont des plans qui se décident sur plusieurs décennies de mettre en place ce genre de politique d'énergie. Oui, il y a 10 ans, le Conseil régional s'est associé à l'État pour le parc de la baie de Saint-Brieuc, qui est aujourd'hui en cours de construction. Donc nous, région, nous avons
entourer ce parc de toute notre attention en essayant de faire en sorte qu'une industrie puisse naître autour de ce parc, d'où la création du pôle d'air de Brest en particulier, d'où notre travail actuel avec Elmarine, par exemple, sur la formation continue, sur la formation professionnelle pour trouver, parce que c'est des nouveaux métiers liés à l'entretien, à la maintenance des éoliennes. Donc ça, c'est tout un contexte favorable pour les entreprises qui auront les marchés aujourd'hui d'énergie renouvelable en Bretagne. Oui, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne, notamment du coup au niveau d'Iberdrola. Stéphane Alain Rioux, vous pouvez peut-être revenir sur l'histoire de ce parc. Ça a été contre vents et marées, il y a toujours, même dans les derniers mois, des oppositions de la part des pêcheurs, donc ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, vous voyez le bout de l'installation de ce champ. Oui, comme vous le dites, plus de 10 ans d'aventure de ce champ. C'est sans doute un parcours un peu long, mais en effet, c'est une activité nouvelle. Et comme toute activité nouvelle, évidemment, elle suscite des inquiétudes. Chez Iberdrola et Elmarine, on est très fiers des études que l'on a menées, en particulier sur les impacts du bruit, sur la turbidité, sur le stock halieutique, et qui montrent, comme c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'autres fermes éoliennes en Europe, que les impacts de cette ferme sont très limités. Et donc, on est en ça ravis de pouvoir mettre cette expertise en baie de Saint-Brieuc. Alors, évidemment, une nouvelle activité, ça suscite du changement, ça bouscule les habitudes. On peut comprendre ces inquiétudes qui, je crois, aujourd'hui, avec l'ensemble de ce que l'on a mis en place, sont, je l'espère, derrière nous. D'après les chiffres, un quart des Bretons pourraient être alimentés par l'énergie du champ de Saint-Brieuc, si je ne me trompe pas. Oui, l'emplacement de ce champ, il a été choisi parce qu'il y a du vent. Hein. Et donc, c'est bien pour ça qu'on est présent en baie de Saint-Brieuc, qui présente un potentiel important. Et on va pouvoir fabriquer de l'énergie pour 835 000 Bretons, chauffage compris. Donc en effet, ça va apporter un énorme ballon d'air frais à la Bretagne et à son autonomie énergétique. Et donc ce sont 62 éoliennes de 500 MW en tout qui vont permettre de fournir cette énergie qui sera raccordée à ERKI et qui sera distribuée par RTE. L'autonomie énergétique, Daniel Coeuf, vous qui êtes à la région, c'est essentiel. La Bretagne est souvent vue comme une péninsule énergétique. On voit aussi que cet hiver, on doit rallumer. On a des problèmes d'approvisionnement dans la France entière, mais la Bretagne est particulièrement touchée par ces questions de pénurie d'énergie. Les EMR, c'est du coup une opportunité essentielle. Oui, ça peut se discuter. Si vous prenez la Bretagne dans son épure des 5 départements, la situation est moins grave, si vous voulez, dans le fait de cette dépendance énergétique de la Bretagne. Je crois qu'il faut plutôt prendre les choses sur le fait que nous avons une ressource qui est le vent, qui est importante, et que cette ressource peut produire de l'énergie électrique. Donc, il serait, je dirais, très égoïste que la Bretagne ne participe pas au mix énergétique, d'autant plus si cette électricité profite d'abord, bien entendu, aux Bretons et aux Bretonnes, puisque c'est pas politique, c'est physique. Un électron qui est produit localement va chercher un consommateur localement, le plus près possible. Donc évidemment, c'est une façon de soulager le réseau, c'est une façon de sécuriser effectivement la péninsule bretonne, mais au-delà de ça, c'est surtout une solidarité sur la transition énergétique et la transition écologique dans laquelle la Bretagne est vraiment investie. Il y a un endroit où le vent souffle particulièrement, c'est sur le port de Brest. Mériadec, vous le savez. Et le port a aussi bénéficié à plusieurs points finalement du développement de cette industrie, notamment pour revenir sur un point d'histoire récente, la construction du pôle d'air. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre ce pôle d'air qui est un choix politique fort avec le choix, par exemple, il y a plusieurs décennies, de construire des formes de radoubles? C'est des choix industriels et des points qu'on marque vraiment? Oui, oui, je crois que d'abord, c'est des choix qui marquent deux époques, si vous voulez. Le choix de la construction des formes de Radoub, c'est pour accueillir les grands pétroliers de 500 000 tonnes. Et aujourd'hui, le choix qui a été fait de construire le pôle d'air, c'est le pari qu'a pris la région Bretagne, propriétaire du port, avec ses partenaires, le conseil départemental, Brest Métropole et la Chambre de commerce, d'aménager ce pôle d'air et pour y développer une industrie des énergies marines renouvelables.
Alors, à l'époque, on n'avait peut-être pas encore pleinement conscience de la problématique climat, qui est aussi une problématique forte dans le symposium dans lequel nous sommes ici aujourd'hui. Il n'empêche que moi, je dirais que les acteurs bretons ont été un peu visionnaires dans cet aménagement, volontariste, pour créer une nouvelle industrie créatrice de valeur. Et puis, moi, j'irais un petit peu plus loin, même créatrice de projets, créatrice d'innovation, enfin, nous faire franchir des étapes. Bon, bien sûr, l'indépendance énergétique, c'est important, mais il y a aussi tous les développements, toutes les créations de valeur qui peuvent être faites à travers ces projets-là. Alors, juste une petite correction, je représente aussi aujourd'hui ici la société portuaire Brest-Bretagne, qui est l'entité qui gère le port depuis le 1er janvier 2021, qui est une entité qui a 3 actionnaires, la région Bretagne, Brest Métropole et la Chambre de commerce. Et vous parliez de la valeur ajoutée que ça crée sur place. Donc, on a vu les premières bases des éoliennes de Saint-Brieuc. Ça se lie aussi dans les chiffres du trafic du port de Brest. Enfin, ça infuse dans différentes activités. Les navires, les cargos vont et viennent pour transporter les matières premières et aussi pour la construction du polder et pour exporter les pièces. Est-ce que ça a été un moteur aussi pour l'activité commerce ? C'est assez indéniable, en fait, que ce soit un moteur. En fait, la question, toutes les tonnes n'ont pas la même valeur. Une tonne de sable n'a pas la valeur d'une tonne d'électronique. Mais l'intérêt de ce projet-là, c'est justement de faire des opérations lourdes, des opérations complexes, des opérations qui, elles, vont créer de la valeur. Alors, ça ne va pas forcément se mesurer au tonnage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le port de Brest fasse 10 millions de tonnes suite à ça. Mais par contre, en création de valeur portuaire, c'est quelque chose qui est un levier tout à fait extraordinaire. Avec l'éolien, mais pas seulement, puisque Sabella installe ses ateliers sur le polder. Peut-être que Yann Hervé de Rey, qu'on peut revenir aussi sur les autres technologies qui existent, parce qu'on a parlé de la maturité de l'éolien posé, du côté prometteur de l'éolien flottant. Et il y a d'autres secteurs, comme par exemple l'hydrolien, qui a beaucoup fait parler dans le secteur avec Sabella, qui est plus sur des marchés de niche. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel sera son positionnement à ce marché ? Donc, alors oui, l'hydrolien, vous avez raison de le mentionner parce que la Bretagne a pu déjà voir le test de plusieurs prototypes à Ouessant, à Bréa, en rivière d'Etel. Donc voilà, il y a déjà en fait toute une activité d'innovation qui vient d'être mentionnée. Et d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'institut de recherche, on a été créé pour ça à Brest, pour soutenir vraiment ce secteur des énergies marines renouvelables. Donc l'hydrolien, oui, marché de niche en ce sens que les lieux où on va trouver des courants suffisamment forts vont être des lieux très précis sur la carte. Là encore, la France est bien dotée. On a aussi le deuxième potentiel européen après le Royaume-Uni, tant ici en Bretagne qu'autour du Cotentin. Et donc, voilà, on va pouvoir développer ça. Un chiffre qui a été donné hier, c'est qu'on achète en ce moment sur le marché spot l'énergie à 300 € le mégawattheure. Quand on importe de l'électricité, ces jours de crise, eh bien, 300 € le mégawattheure, on est plus cher que le coût de production de l'hydrolien. Donc, quand on dit, voilà, certes, c'est un marché de niche, mais justement, il peut déjà trouver dans le marché actuel sa rentabilité, d'autant que, voilà, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est très prédictible. Donc, voilà, sur toutes ces questions un peu de prévision de la consommation et de la production, c'est une énergie très utile. Et puis alors, toujours pour parler et de manière générale et de la Bretagne, le houlomoteur est aussi donc vraiment une énergie avec un très fort potentiel. Alors là, beaucoup plus important dans le monde, à peu près, il pourrait se comparer à celui de l'énergie de la houle, du coup. Oui, donc c'est l'énergie de la houle et des vagues. Et donc on va le retrouver à peu près partout dans le monde. Là, sur les côtes métropolitaines, c'est en face de la Bretagne qui a le plus fort potentiel. Il y a des pays qui investissent beaucoup plus que le nôtre. Il y a à la fois 100 millions d'euros, 100 millions de dollars et 100 millions de livres qui sont investis par an dans ce secteur-là. Donc il est indéniable qu'il va aussi sortir, et pour quelque chose qui sera à la fois pour donc effectivement les grands réseaux interconnectés, mais aussi en tant que marché de niche pour toutes les îles. C'est une solution qui est sûrement valable.
Et puis, il y a tout ce qui est énergie thermique des mers et thalassothermie. Là, on a un très grand réservoir de chaleur, cette fois-ci, qui est la mer. Des villes ont déjà leur réseau de chaleur qui puise sous forme de pompe à chaleur leur énergie dans la mer. C'est le cas de Marseille, c'est le cas de Cherbourg. Et donc, ça pourrait être tout à fait le cas aussi sur des villes littorales bretonnes. Quand on connaît toutes ces technologies potentielles, est-ce qu'on peut imaginer la part des EMR dans le mix énergétique futur? Est-ce qu'on sait qu'il y a un plafond qu'elles ne dépasseront pas? Ça dépend aussi de la sobriété, de si on dépense plus ou moins, mais est-ce qu'on a déjà des estimations? En mettant à la fois l'éolien offshore du coup, et les énergies océaniques, les autres on les appelle les énergies océaniques, vous avez une communication de la Commission européenne qui dit qu'à 2050, il y aurait la possibilité de couvrir 50% de la consommation et donc de la production électrique européenne ou européenne. Oui, enfin au niveau de l'Europe, voilà, parce que c'est une commission de l'Europe, une communication de la Commission européenne de novembre 2020. Voilà, elle est assez claire sur le sujet. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a donc des plans très ambitieux, qui a été donc dévoilé il y a moins de 15 jours. Donc l'attribution de 25 gigawatts au nord de l'Écosse, de développement d'éolien et posé et flottant. Donc 25 gigawatts, vous vous souvenez le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est l'équivalent de ce qui est déjà implanté simplement donc sur l'ensemble des pays d'Europe du Nord. Oui, c'est exponentiel, ça se développe. Voilà. Peut-être pour revenir sur un petit point d'histoire, en Bretagne, on était déjà un peu en avance avec l'usine marémotrice de la Rance. Est-ce que Daniel Coeuf, vous pouvez nous en dire quelques mots? L'énergie des marées, on l'utilisait déjà. Oui, c'est intéressant le barrage de la Rance, évidemment. Je rappelle que c'était une volonté du général de Gaulle de mettre un test en fait sur le barrage de la Rance, qui, s'il réussissait, avait vocation à être installé de façon plus grandiose, un peu comme les barrages canadiens au large du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, on l'a échappé belle. On a échappé belle. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire quand on touche à l'environnement, il ne faut pas que l'on prenne aucun risque par rapport à cet environnement. Pour ça que d'ailleurs, nous sommes extrêmement attentifs sur le parc de la baie de Saint-Brieuc, parce que nous sommes attentifs au fait qu'il n'y ait aucune conséquence négative sur la ressource halieutique et aucune atteinte à la biodiversité. C'est quelque chose qui est non seulement faisable, mais qui est absolument à atteindre, voire même nous pouvons espérer, dans certaines circonstances, qu'il y ait une amélioration de la connaissance de la biodiversité et une meilleure gestion de la biodiversité, tout bêtement parce qu'on la connaît mieux à la faveur d'un projet justement éolien en mer. Donc attention, c'est-à-dire il faut être très précieux par rapport à la nature, et si on prend quelque chose dans la nature, il faut absolument le lui rendre. Et là, vous savez, sur le barrage de la Rance, c'est tout l'ensablement, l'enlisement, c'est très difficile aujourd'hui de sortir de cet enlisement, justement, parce que voilà, on n'y a pas pensé à l'époque. Et pour éviter ces écueils, du coup, peut-être que Stéphane Alain-Rioux, vous pouvez revenir sur les différentes études qui ont été menées par rapport justement à l'installation du champ éolien de Saint-Brieuc, les travaux avec les pêcheurs, les travaux, peut-être les bouées que vous installez. Enfin, c'est suivi comme le lait sur le feu pendant tous les travaux, notamment. Enfin, comment est-ce que ça se passe? Oui, bien entendu, Iberdrola et Elmarine en fait montent un champ qui est exemplaire en fait. Dans de nombreux points, on assiste à des premières mondiales. Des premières mondiales d'un point de vue technologique et technique, puisqu'on va forer dans des rochers qui sont extrêmement durs, et c'est la première fois que certaines techniques de forage sont mises au point. Exemplaire en termes d'études, on a étudié le bruit avec des chercheurs ici de Brest, du CNRS, de l'Université de Brest, du Muséum national d'histoire naturelle, qui ont montré l'absolue compatibilité de nos outils avec les cycles de vie des animaux qui sont présents à Brest, en baie de Saint-Brieuc, pardon. Exemplaire aussi parce qu'en effet, on n'a jamais produit une somme aussi importante de connaissances scientifiques. Et c'est bien normal puisque nous sommes le premier champ industriel d'envergure qui s'installe en Bretagne. Donc voilà, l'État, avec l'ensemble des partenaires, a mis en place un système de suivi extrêmement précis, extrêmement prolixe, avec énormément d'études qui sont menées et dont l'ensemble des résultats sont jusqu'à présent extrêmement rassurants,
sur la compatibilité de cette infrastructure industrielle avec la biodiversité marine de la baie de Saint-Brieuc. Donc pour nous, c'est essentiel Iberdrola. On construit différents champs dans plusieurs parties de l'Europe. C'est un souci permanent et c'est en cela qu'on réalise l'ensemble de ces études avec nos ingénieurs et l'ensemble des scientifiques qui travaillent à nos côtés. Le champ est prêt, sera terminé d'ici peu, à l'échelle de la création du projet. Est-ce que, Mercadec Le Mouillot, on peut avoir quelques premières idées du relais? Parce qu'une fois que ce champ sera terminé, il va falloir poursuivre l'activité. Comment est-ce que ça va se tuiler et s'enchaîner? Quels sont les prochains chantiers accueillis sur le polder? Alors, la prochaine grosse cible, on va dire, c'est AO5, c'est-à-dire le champ de Belle-Île-Groix, champ d'éolien flottant. Avec en amont de ça une ferme expérimentale, et puis entre les deux, on espère pouvoir se positionner, on travaille pour ça en tout cas, sur des champs au Pays de Galles. Flottant aussi, ouais. On essaye donc de se positionner pour avoir une continuation entre l'arrêt programmé, la bonne fin pour toi, cher collègue, mais pour moi, l'arrêt programmé des travaux dans mon port, donc pour toi, la bonne fin, et l'objectif AO5 qui est en 2027-2028. Donc on va essayer d'avoir un continuum d'activité là-dessus, de façon à assurer d'abord maintien de compétences, développement des compétences de l'écosystème breton autour de toutes ces énergies marines et le maintien de la dynamique portuaire. Et dans l'intervalle, vous entendez vous spécialiser sur le flotteur, puisque c'est donc le secteur prometteur, et vous êtes devant une carte qui va de Brest au Pays de la Loire, je pense Nantes-Saint-Nazaire. Vous avez un projet d'alliance aussi avec Nantes pour travailler ensemble en synergie avec les différents ports de la façade atlantique sur cette question, sur ces chantiers. Alors oui, on peut dire que par rapport, en fait, les ports, les entités portuaires, on est des nains. Par rapport à mon collègue Iberdrola à côté est un géant pour nous. Et par rapport à ces opérateurs, nous sommes des nains. Alors, nous positionnons comme les ports, nous positionnons comme offreurs de services, offreurs de solutions. Et nous voulons, pour nos territoires portuaires, capter le maximum de valeur. Alors, pour ça, il y a une solution. Il faut qu'on s'unisse. C'est ce qu'on est en train de faire, pour être à même d'offrir des solutions complètes aux industriels, pour être capable de leur dire, bon écoutez, ce que vous ne trouvez pas à Brest, vous le trouvez à Nantes, ce que vous n'arrivez pas à faire à Nantes, vous pouvez le faire à La Rochelle. Donc cette façon on travaille actuellement à la création de ce consortium de façon à être suffisamment puissant, en fait, pour être un offreur de services incontournable, on va dire, sur la zone atlantique. Enfin, au moins on va dire de l'Espagne jusque l'Irlande, Pays de Galles. L'union fait la force, même pour l'industrie. Et puisqu'il ne nous reste plus que quelques toutes petites minutes en parlant d'union par rapport à ce sommet où nous sommes, le One Ocean Summit pour la défense du climat, est-ce qu'on va faire un petit tour de brochette sur les attentes que vous en avez, donc 1 minute chacun. Est-ce que Daniel Coeuf, vous pouvez nous dire aujourd'hui, en cette journée d'ouverture, quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous aimeriez voir décider, annoncer ou en tout cas enclencher à vendredi soir? Je crois que ce sommet peut nous confirmer que la mer est notre avenir. Ouest France ne vous contredira pas, c'est le nom du hors-série sur la mer. Yann et Hervé, même chose, nous sommes mercredi, qu'attendez-vous pour vendredi soir? Oui, non, la prise de conscience effectivement de tout ce que l'humanité peut faire avec l'océan en le respectant, mais aussi en assurant son développement et en particulier dans la transition énergétique grâce à ce qu'il peut apporter. On a dit AO5, je pense qu'on n'a pas été très très clair là-dessus. Il faut vraiment avoir conscience que la Bretagne ouvre un appel d'offres, le premier appel d'offres au monde sur un champ opérationnel d'éolien flottant.
250 mégawatts. C'est aucun autre pays. Tout à l'heure, j'ai cité deux fermes, hein, une au Portugal, une en Écosse. Il y a des projets un peu partout dans le monde. J'ai parlé aussi de l'Écosse. Mais là, l'appel d'offres est ouvert. Et donc, ça, c'est une première mondiale. Donc, voilà, il faut que d'autres suivent. Et ce sera de la collaboration plutôt que de la compétition, d'ailleurs. Ce sera mieux. Nous n'avons pas parlé non plus des politiques sur l'hydrogène qui peut être généré par les fermes EMR, mais ce sera pour un autre One Ocean Summit, malheureusement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. De votre côté, Stéphane Alain Rioux, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de ce sommet? Alors nous, Iberdrola, en tant que fabricant, producteur d'énergie, leader mondial de l'éolien, on est ravis que la mer soit mise au centre des préoccupations françaises. 5500 turbines tournent déjà dans les eaux européennes, pas beaucoup en France, on vient de le dire. Donc pour nous, évidemment, on est ravis de cette lumière et de cette mise en lumière qui nous semble extrêmement importante. Et on est aussi, en tant qu'acteur européen, ravis de mettre le pied à l'étrier à une région phare qui est la Bretagne pour les énergies marines. Merci beaucoup. Et Mériadec, pour terminer avec un Brestois. Alors, moi, je dirais que j'en attends un investissement dans nos savoir-faire, dans nos infrastructures, dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos centres de recherche, pas seulement dans les ports et dans les infrastructures, mais aussi, c'est-à-dire l'océan est un enjeu, il faut investir, et je rejoins totalement Daniel en étant respectueux de la mer, respectueux de l'environnement. Mais j'en attends cette volonté d'investir, ce signal fort. C'est une chose de dire, on croit en vous. Eh bien, il y a des preuves d'amour aussi. Et oui, respecter la mer, respecter l'écosystème. On a aussi beaucoup parlé de faire ensemble. Donc je pense que ça peut être les maîtres mots qu'on retienne pour tout ça, la synergie entre les ports et espérer que vos attentes soient entendues et que ce One Ocean Summit mène vraiment à une énergie marine renouvelable, active et respectueuse, évidemment, de l'environnement dans lequel elle s'implante. Merci beaucoup à tous les quatre. Bon sommet et à plus tard sur la chaîne du Campus Mondial de la Mer. Merci.